Ma fiancée a ricané, tu es vraiment vexé parce que je me suis moqué de toi devant mes amis? Comme tu es enfantin. J'ai simplement hoché la tête calmement, puis j'ai fait quelque chose de si mature que ses amis ont commencé à applaudir, tandis qu'elle restait complètement sans voix. J'ai 28 ans et j'étais fiancé à Rachel, qui avait 27 ans, depuis environ 6 mois. Nous étions ensemble depuis 3 ans au total avant cela. 3 ans à construire quelque chose que je pensais solide. 3 ans à planifier un avenir ensemble. 3 ans à me dire que les petites remarques ne signifiaient rien, que chacun avait ses particularités, que les relations demandaient de l'engagement et de la tolérance. 3 ans à ignorer les signaux d'alarme, parce que je voulais croire au meilleur de quelqu'un que j'aimais, parce que j'avais trop investi pour admettre que j'avais pu faire une erreur, parce que recommencer semblait plus difficile que d'accepter les choses telles qu'elles étaient. Le week-end dernier a tout changé. Un dîner, 12 personnes autour d'une table et un commentaire qui m'a enfin fait voir ce que j'avais refusé de voir trop longtemps. Parfois, il faut un moment public pour cristalliser tout ce que l'on a évité en privé. Nous étions au dîner d'anniversaire de Meghan, une de ses amies. Un joli restaurant en centre-ville, le genre d'endroit faiblement éclairé, avec des serviettes en tissu et des prix qui vous font faire des calculs mentaux avant de commander quoi que ce soit. Environ 12 personnes étaient assises autour d'une longue table rectangulaire, assemblée pour nous. Le groupe d'amis de Rachel, la plupart des gens qu'elle avait appris à connaître. Au fil des ans, à travers d'innombrables dîners, fêtes et week-ends. Je les connaissais assez bien. Honnêtement, je pensais qu'il m'aimait aussi. La soirée s'était bien passée jusqu'à ce moment. Des choses normales pour un anniversaire, des amuse-gueules circulaient, des histoires étaient racontées. Le murmure confortable de gens qui se connaissent depuis longtemps, se tenant au courant de leur vie. La conversation s'est tournée vers le travail à un moment donné et j'ai commencé à raconter une histoire sur mon collègue, Kevin. Un bon gars, travailleur solide, traversant le pire divorce que j'ai jamais vu de près. Sa femme l'avait surpris avec les papiers juste avant les vacances, sans préavis, sans conversation, elle les lui avait simplement remis sur son bureau. Comme s'il était un étranger. Un moment vraiment brutal, le genre de choses qui brisent les gens. Quelques jours avant le dîner, j'avais trouvé Kevin assis dans sa voiture, sur le parking de l'entreprise, après que tout le monde soit parti pour la journée. Il faisait sombre, il faisait froid. J'étais passé devant sa voiture en allant à la mienne. Et j'avais remarqué qu'il était simplement assis là, moteur éteint, regardant dans le vide. J'ai frappé à sa vitre, lui ai demandé s'il allait bien. L'expression de son visage quand il s'est tourné vers moi est quelque chose que je n'oublierai pas. Un vide complet, comme si quelqu'un lui avait pris tout ce qu'il était et avait laissé une coquille. Il a déverrouillé la porte. Je suis monté sur le siège passager et, pendant les 2 heures suivantes, je suis resté assis avec lui. Pendant qu'il digérait tout. Il a pleuré, il a extériorisé, il est resté silencieux pendant de longues périodes. Je n'ai pas essayé de régler quoi que ce soit, je n'ai pas offert de conseils. Je ne lui ai pas dit que tout irait bien, ou qu'il trouverait quelqu'un de mieux, ni aucune de ces choses vides que les gens disent quand ils ne savent pas quoi d'autre offrir. Parfois, les gens n'ont pas besoin de solution, ils ont juste besoin d'une présence. Quelqu'un de prêt à s'asseoir dans l'obscurité avec eux sans essayer d'allumer toutes les lumières. J'ai terminé de raconter l'histoire et j'ai pris une gorgée d'eau. La table est restée silencieuse un instant. Quelques personnes ont hoché la tête. Lily, une des amies de Rachel, semblait sur le point de pleurer. Puis, Rachel a ri. Pas un petit rire, un rire fort et ostentatoire qui a percé le bruit du restaurant et a fait tourner quelques têtes aux tables voisines. Le genre de rire conçu pour s'assurer que tout le monde l'entendrait. Oh mon Dieu! Elle secoua la tête, souriant à ses amis comme si je venais de leur dire que je croyais au Père Noël. Tu es resté assis sur un parking pendant 2
heures à écouter Kevin pleurer. 2 heures entières. C'est tellement toi, Nat. J'ai reposé mon verre d'eau lentement. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Tu es comme un animal de soutien. Émotionnel. Elle l'a dit comme si c'était une évidence, comme si tout le monde le savait déjà à mon sujet. Toujours à essayer de régler les sentiments de tout le monde, absorbant leurs problèmes comme une sorte d'éponge humaine. C'est ta grande spécialité. Son amie Lily s'est agitée inconfortablement sur son siège. Je pouvais la voir essayer de formuler quelque chose de diplomatique. C'est très gentil de ta part, cependant, Kevin a de la chance d'avoir un ami. Rachel l'a interrompu au milieu de sa phrase. C'est épuisant. C'est ce que c'est pour moi. Être avec quelqu'un qui traite chaque personne triste comme un projet personnel. Elle s'est tournée vers moi, appréciant clairement d'avoir un public. La semaine dernière, nous avons passé 3 heures à aider notre voisine après la mort de son chat. Un chat, les gars. Il lui a fait du thé, lui a apporté des mouchoirs. Toute une mise en scène. Sora Patterson a 74 ans, ai-je dit, en gardant ma voix égale, bien qu'une certaine chaleur montait dans ma poitrine. Elle vit complètement seule. Son mari est décédé il y a 8 ans. Ses enfants vivent à l'autre bout du pays. Moustache était sa seule compagnie. Pendant les 16 dernières années. C'était le seul être vivant qui la saluait. Quand elle rentrait chez elle. Je vois. Rachel me fit un geste dramatique. Comme si j'avais juste prouvé son point de vue. Le voilà encore, faisant un discours sur un vieux chat. Tu es trop sensible, Nat. Parfois, c'est carrément embarrassant. Tu dois mûrir. La table tomba dans un silence sépulcral. Ce silence gênant où, soudain, tout le monde trouve son assiette fascinante, où les gens calculent mentalement des stratégies de sortie. Où l'air semble épais et personne ne veut être le prochain à parler. Mon visage était chaud, mais pas de honte, plutôt d'autre chose, quelque chose qui couvait. Au fond de notre relation depuis des mois, peut-être des années. Quelque chose que j'avais réprimé, expliqué et justifié parce que je voulais. Croire qu'elle ne le pensait pas, que c'était juste son sens de l'humour, qu'au fond, elle respectait ce que j'étais. Tu te souviens quand nous avons vu ce film et que tu as pleuré? Rachel n'avait pas fini. Elle avait trouvé son rythme et elle s'en donnait à cœur joie. Elle se tourna vers le groupe avec l'énergie de quelqu'un qui fait un monologue comique. C'était un film sur un chien, et il sanglotait, des larmes coulant sur son visage, reniflant. J'ai dû le mettre en pause et lui apporter des mouchoirs pour un film. C'était Marley et moi, ai-je dit. Tranquillement. Le chien meurt à la fin. C'est spécifiquement conçu pour faire pleurer les gens, de toute façon. Les vrais hommes ne sont pas heureux avec les films de chiens et ne passent même pas les week-ends à être le conseiller émotionnel non rémunéré de tout le monde. C'est étrange, collant et honnêtement un peu pathétique. Danny, l'un des gars à table, a raclé sa gorge. J'ai pleuré à ce film aussi. En fait, la tête de Rachel se tourna vers lui comme une arme pointée sur une cible. Oui. Quand tu avais 12 ans. Le mois dernier, en fait, dit Danny, il ne recula pas. Ma copine et moi l'avons vu ensemble. Nous avons tous les deux pleuré. C'est un film triste. Sa copine, Amber, lui, serra la main sous la table. Le geste ne m'échappa pas. Rachel leva les yeux au ciel, si dramatiquement que j'ai été surpris qu'il ne reste pas coincé. Super, un autre sensible. Toi et Nat devriez former un groupe de soutien pour homme avec trop de sentiments. Appelez-le homme trop émotif anonyme ou quelque chose comme ça. Quelques personnes rirent nerveusement. Ce rire forcé que l'on fait quand quelqu'un est gênant et que l'on ne sait pas comment réagir. Mais Megan ne riait pas. La jeune fille fêtant son anniversaire me regarda avec une expression que je ne pouvais pas entièrement déchiffrer, étudiant mon visage comme si elle
Essayait de comprendre ce qui se passait derrière mes yeux. J'ai pris ma fourchette, l'ai reposée, j'ai respiré profondément, j'ai pris une décision. Tu as raison, ai-je finalement dit. Ma voix était calme, ferme. Complètement neutre. Rachel parut surprise pendant une demi-seconde, puis satisfaite, comme si elle avait gagné un débat, comme si j'avais finalement admis que j'avais tort sur quelque chose de fondamental. Enfin, tu vois? C'était si difficile d'admettre. C'est tout ce que je dis. Rien de difficile. Mûrir, ça veut dire prendre des décisions matures, non? Exactement. Merci. Très bien. J'ai hoché la tête lentement. Délibérément. Je commencerai demain. Rachel sourit, victorieuse. Passons maintenant à la suite. Le reste du dîner se déroula comme prévu. Rachel continua à faire de petites blagues à mes dépens, mon problème de sensibilité. Comme toujours, je demandais aux gens comment s'était passée leur journée, comme si cela importait. Comment je me souvenais des anniversaires et des fêtes, comme une sorte de calendrier obsessionnel. Comment j'envoyais des messages d'encouragement à des amis qui traversaient des moments difficiles. Les messages d'encouragement, annonça-t-elle à la table, comme si elle révélait la preuve d'un crime grave, à des gens à qui il n'a pas parlé. Depuis des mois, juste des messages aléatoires sortis de nulle part, pour prendre de leurs nouvelles. Qui fait ça? C'est vraiment attentionné. Offrit Megan avec prudence. C'est collant et étrange. Personne n'a besoin d'une telle disponibilité émotionnelle de la part d'un homme. Ce n'est pas attrayant. Ce n'est pas masculin, c'est simplement trop. J'ai mangé mes pâtes, j'ai souri quand il le fallait, j'ai ri aux moments opportuns, j'ai parlé un peu avec les gens à mes côtés, des choses normales de dîner, mais intérieurement, j'avais déjà déconnecté. La décision était prise. Il ne me restait plus qu'à l'exécuter. Mise à jour 1. Dimanche matin arriva, gris et calme. Rachel est allée à son brunch hebdomadaire. Avec les filles vers 10 heures. Elle faisait cela tous les dimanches d'aussi loin que je me souvienne. Son rituel sacré. 3 heures de mimosa, de potins et de plaintes sur diverses personnes dans leur vie. Ses mots, pas les miens. Elle m'a embrassé sur la joue en partant. Elle a dit qu'elle serait de retour à 2 heures. Matin normal, routine normale, rien qui ne suggère que quelque chose était différent. J'ai attendu que sa voiture disparaisse au coin de notre rue. J'ai regardé par la fenêtre jusqu'à ce que je ne puisse plus voir ses feux arrière. Puis, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon ami Brandon. Salut mec, tu connais cette cabane que ta famille a au nord? Celle que tu essaies toujours de louer, celle que tu dis toujours vide. Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Je vais la louer mois par mois, à partir de maintenant. Silence à l'autre bout du fil. Sérieusement, quand avais-tu l'intention d'y aller? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Plus de silence. Nat, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Tout va très bien. Je suis juste en train de mûrir, d'être mature, de prendre des décisions d'adulte. Brandon me connaissait assez bien pour entendre ce que je ne disais pas, mais il me connaissait aussi assez bien pour ne pas insister. Quand je n'étais pas prêt à parler. D'accord, mec. Je t'envoie le code du coffre-fort. Les clés sont à l'intérieur, sur le comptoir de la cuisine. Merci. J'apprécie vraiment. Tu es sûr que ça va? Je n'ai jamais été aussi bien. J'ai raccroché et je suis resté au milieu de l'appartement un long moment, regardant tout ce que nous avions construit ensemble pendant 3 ans, les meubles que nous avions choisis lors de virer le week-end dans divers magasins. Les œuvres d'art au mur dont nous avions discuté et sur lesquelles nous étions mis d'accord, les appareils de cuisine que nous avions accumulés pour les repas que nous avions cuisinés ensemble, la vie que nous avions construite. Pièce par pièce.
C'était étrange de voir à quelle vitesse une maison pouvait devenir un simple ensemble de 4 murs et quelques objets. Les souvenirs étaient toujours là, incrustés dans chaque recoin. L'endroit sur le canapé où nous regardions des films, le comptoir de la cuisine où nous préparions le petit déjeuner les paresseux dimanche matin. La chambre où j'avais prévu de passer le reste de ma vie avec quelqu'un qui, apparemment, pensait que c'était honteux. Puis j'ai commencé à faire mes valises. Je n'ai pas fait ça de manière dramatique. Je n'ai pas jeté de choses. Je n'ai pas fait de désordre. Je n'ai détruit aucune de ces affaires, et je n'ai pas laissé le chaos derrière moi. J'ai juste emballé ce dont j'avais besoin. Méthodiquement, efficacement, comme si c'était un voyage d'affaires plutôt que la fin d'une relation de 3 ans. Des vêtements de mon côté du placard. Des articles de toilette de mon étagère dans la salle de bain. Ordinateur portable. Et chargeur. Documents importants du classeur. La montre que mon grand-père m'avait laissée. Quelques livres qui avaient un sens. La bague de ma grand-mère était au fond de mon tiroir à chaussettes. Je l'avais cachée là il y a 6 mois après l'avoir achetée. J'attendais le bon moment pour la donner à Rachel comme bague de fiançailles. Quelque chose de vieux, quelque chose de significatif. Elle n'avait jamais su qu'elle existait. J'ai mis la bague dans ma poche. Je ne savais pas pourquoi exactement, j'avais juste du mal à la laisser. J'ai tout le reste. Les meubles, les affaires de cuisine, les décorations, nos photos de diverses vacances et fêtes. Les gens matures ne font pas de scènes, ils ne créent pas de destruction pour faire passer un message. Ils font des sorties. J'ai écrit une note courte et directe. Je l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine, là où elle la verrait en rentrant. Ah, tu as raison. Je dois mûrir. Les adultes matures ne restent pas dans des relations où ils sont raillés et méprisés. Je reste chez un ami pendant que je décide des prochaines étapes. Nous devrions parler à terme, mais j'ai besoin d'espace d'abord. Et puis, j'ai attrapé mes valises, j'ai franchi la porte, je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé vers le nord. La cabane était exactement ce qu'il fallait. Petite structure en bois, 2 chambres, une salle de bain, une cuisine avec des appareils des années 90 qui, d'une manière ou d'une autre, fonctionnaient encore parfaitement. Véranda avec vue sur un petit lac où l'eau devenait dorée chaque soir au milieu de nulle part. Le genre d'endroit où le silence a une texture et un poids réel. La famille de Brandon en était propriétaire depuis des décennies, 4 générations. Maintenant, transmise comme une relique. Ça sentait le pain et les vieux livres. Et le fantôme d'innombrables souvenirs. Les planches grinçaient à des endroits précis que l'on apprenait à naviguer après 1 ou 2 jours. La plomberie faisait des bruits intéressants la nuit, comme si elle se parlait à elle-même. Le service de téléphonie mobile était au mieux irrégulier, ce qui signifiait que je devais rouler 20 minutes pour obtenir quelque chose ressemblant à une connexion stable. J'ai passé ce premier après-midi simplement assis sur le porche, à regarder le lac, à n'écouter absolument rien. C'était la première fois depuis des mois que mon cerveau se sentait calme, sans attente, sans performance, sans marcher sur des œufs, me demandant si quelque chose que je disais deviendrait une blague plus tard. Je n'ai rallumé mon téléphone que vers 17 heures. Une partie de moi voulait le laisser éteint pour toujours, mais je savais que je ne pouvais pas me cacher de tout. 53 messages. Texte, 21 appels manqués, tous de Rachel. Les messages textes ont commencé vers 14 heures, juste au moment où elle serait rentrée du brunch. Elle a trouvé la note, elle a réalisé que je n'étais pas caché dans une autre pièce ou en train de faire des courses, j'étais vraiment parti. Je plaisante, Nat, où diable es-tu? C'est tellement immature. Tu ne peux pas simplement partir sans parler. Je plaisantais au dîner. Tout le monde plaisante comme ça. Arrête d'être si dramatique. C'est exactement ce dont je parlais. Tu es trop sensible.
Le dernier m'a fait rire aux éclats. Assis sur le porche de la cabane, regardant le lac devenir orange au coucher du soleil. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu l'étaler sur du pain grillé. Vers 18 heures, mon téléphone a vibré avec un nom différent. Non, Rachel, Megan, l'a fêté. J'ai failli ne pas répondre. J'ai failli laisser. Le message allait sur la boîte vocale comme la douzaine d'appels de Rachel que j'avais ignoré, mais quelque chose m'a fait décrocher. Nat. Sa voix était brisée, soulagée. Dieu merci. Ça va? Je vais bien, Megan. Merci de demander. Rachel est complètement à côté de ses pompes. Elle a appelé tout le monde au dîner, tout le monde se plaignant que tu l'avais abandonné pour rien. Que tu étais dramatique et enfantin et que tu prouvais son point de vue sur le fait que tu étais trop émotif. Megan fit une pause, prit une profonde inspiration. Mais je ne t'appelle pas pour ça. Ok. Je peux te demander quelque chose? Comme quelqu'un qui est apparemment trop sensible, il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Maintenant. Vulnérable, hésitante. Bien sûr, vas-y, mon père. Sa voix se brisa légèrement. Il a été diagnostiqué avec un stade précoce d'Alzheimer le mois dernier. Progressif, irréversible. Le médecin a dit, nous avons peut-être quelques bonnes années avant que les choses ne deviennent vraiment mauvaises. Je n'ai encore rien dit à personne du groupe. Pas même à Rachel. J'ai porté ça seulé. J'ai peur, Nat, très peur. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment gérer ça. Et mon Dieu, c'est stupide. Tu ne me connais même pas si bien. Nous sommes sortis en groupe peut-être 20 fois au total. Je ne devrais pas te décharger ça alors que tu traverses tes propres trucs. Ce n'est pas stupide, ai-je dit. Loin de là. Dis-moi ce qui se passe. Nous avons parlé pendant plus d'une heure, peut-être presque 2. Elle m'a raconté ses peurs, l'état de son père et ce que les médecins lui avaient expliqué, la progression attendue, le calendrier, les décisions qu'il faudrait prendre concernant les soins. La situation financière et toutes ces choses auxquelles personne ne veut penser tant qu'il n'y est pas absolument obligé. Je lui ai donné quelques ressources. Je connaissais des groupes de soutien spécifiquement pour les familles qui géraient l'Alzheimer, des sites web avec des informations pratiques sur les soins et les considérations légales, un livre qui avait aidé un ami à moi lorsque sa grand-mère traversait quelque chose de similaire. Des organisations qui fournissent des soins de répit aux membres de la famille, mais la plupart du temps, j'ai juste écouté, je l'ai laissé parler, je l'ai laissé pleurer, je l'ai laissé avoir peur sans essayer de minimiser cela ou de le résoudre ou de lui dire que tout irait bien. Alors qu'aucun de nous ne savait si c'était vrai. Merci, a-t-elle finalement dit. Sa voix était chargée d'émotion, mais plus ferme que lorsque nous avions commencé, plus ancrée. J'en avais vraiment besoin. J'ai gardé tout ça en moi pendant un mois et ça me rongeait. Je suis désolé que tu aies dû le supporter seul. J'ai essayé d'en parler à Rachel il y a quelques semaines. J'ai abordé le sujet lors d'un de nos rendez-vous café. Elle a changé de sujet. Pour planifier votre mariage avant que je n'ai fini ma première phrase. Les saveurs du gâteau. Si vous embauchez un groupe live ou un DJ, alors que j'essayais de lui dire que mon père perdait la tête. Que as-tu dit quand tu as essayé d'en parler à nouveau? Que c'était dramatique, que les parents de tout le monde vieillissent finalement? Que je devrais profiter du temps qu'il me restait au lieu de penser à des choses tristes. Megan a ri, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Très solidaire. Ça a dû être incroyablement difficile à entendre. Ça l'a été, mais maintenant je le comprends. Pourquoi es-tu resté dans ce parking avec Kevin? Pourquoi as-tu passé du temps avec Madame Patterson après la mort de son chat?
Ce n'est pas de la faiblesse, ni d'être trop sensible, c'est juste de vraiment se soucier des gens, de vraiment être là quand ils en ont besoin. Certaines personnes ne comprennent pas la différence. Moi, maintenant plus que jamais. Mise à jour 2. La nouvelle s'est rapidement répandue parmi le groupe d'amis, concernant notre rupture, ou comme nous l'appellerions à l'époque, la période ambiguë entre être ensemble et être officiellement séparés. La version de Rachel est arrivée dans le groupe de discussion en quelques heures. Selon son récit, j'avais fait une crise de colère massive et j'avais littéralement fui parce que je ne pouvais pas supporter une blague inoffensive. Nat, le classique hypersensible. Toujours à faire une montagne d'une taupinière, toujours à prendre tout trop au sérieux. Elle était la victime. Ici. Évidemment, je n'avais pas ma version à moi. Je n'ai pas dit de mal d'elle. Je ne me suis pas expliqué en détail. Je n'ai pas envoyé de longs messages défendant ma position ou soulignant ses défauts. Lorsque des amis communs ont pris contact pour demander ce qui s'était passé, je leur ai simplement dit que nous prenions de la distance. Nous devions régler les choses séparément. J'ai laissé les détails vagues. C'est très mature de ta part, a commenté Brandon. Lorsque j'ai refusé de dire du mal de Rachel pour la 3e fois chez lui. Nous étions assis sur son porche arrière à regarder le coucher du soleil. La plupart des gars dans ta position seraient en mode terre brûlée maintenant. Racontant à tout le monde qui voudrait bien entendre exactement ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que ça accomplirait? Rien de concret, mais ça ferait du bien sur le moment. Est-ce que ça m'aiderait sur le long terme? Il réfléchit un instant. Bon point. Ça n'est probablement pas arrivé. C'était jeudi. J'étais dans un café dans la petite ville près de la cabane, travaillant à distance sur mon ordinateur portable. J'avais un projet à livrer en fin de semaine qui nécessitait une vraie connexion Internet. Le Wi-Fi de la cabane était essentiellement décoratif, plus une suggestion qu'un service. J'avais donc roulé 20 minutes jusqu'à la ville, trouvé un café avec une bonne connexion et un café décent, et je m'étais installé à une table dans un coin près de la fenêtre. J'étais plongé dans une feuille de calcul quand quelqu'un prononça mon nom. Danny franchit la porte, me vit immédiatement, il se figea un instant comme s'il ne pouvait pas croire la coïncidence. Je ne savais même pas qu'il vivait près de cette zone. Nat. Il s'approcha de ma table avec détermination. Mec. J'espérais te trouver. Quelles sont les chances? Bonjour, Danny. Le monde est petit. Écoute. Il s'assit devant moi sans demander si je voulais de la compagnie, mais son énergie n'était pas hostile. Au contraire, il semblait presque impatient de parler, comme s'il attendait cette opportunité. Je voulais dire quelque chose à propos de ce dîner. Ce que Rachel t'a dit devant tout le monde, ce n'était pas bien. Ce n'était même pas près d'être bien. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là au lieu de simplement rester assis. C'est bon, ne t'inquiète pas. Non, ce n'est pas bien. Il se pencha sur la petite table. Et je peux te dire quelque chose, ma petite amie Amber et moi, nous traversons une mauvaise passe. 4 ans ensemble, et ces derniers temps, c'est dur. Beaucoup de disputes pour rien. Une sensation de déconnexion. Cette lente dégradation qui se produit quand les gens arrêtent de vraiment communiquer. Nous étions peut-être à quelques mois de la fin. J'avais déjà commencé à réfléchir à la façon dont nous partagerions l'appartement. Désolé d'entendre ça, mec. Cependant, voici le truc. Ses yeux s'illuminèrent. Plus animés. Je n'arrêtais pas de penser à ce que tu avais dit à ce dîner. Avant que Rachel ne commence avec ses commentaires sur Kevin sur le parking. Comment tu t'étais juste assis là et tu l'avais écouté, tu n'avais pas essayé de régler quoi que ce soit. Tu l'avais juste laissé parler et digérer et ressentir ce qu'il avait besoin de ressentir. Oui.
Alors j'ai essayé ça avec Amber. Je me suis vraiment tu pour une fois et j'ai écouté au lieu de sauter immédiatement avec des solutions ou de me mettre sur la défensive ou d'essayer d'expliquer ma perspective. Je l'ai juste laissé parler. J'ai vraiment écouté ce qu'elle disait sous la surface. Et comment ça s'est passé? La meilleure conversation que nous ayons eue depuis des mois, peut-être des années, honnêtement. Elle a pleuré. J'ai pleuré. Nous avons parlé de choses que nous évitions depuis longtemps, des choses dont je ne savais même pas qu'elles la dérangeaient. C'était comme appuyer sur un bouton de réinitialisation dans toute notre relation. C'est génial, Danny. Vraiment, je suis heureux pour vous deux. C'est génial, et j'ai réalisé quelque chose d'important. Il se pencha en arrière. Dans sa chaise. Rachel se moque de toi pour être émotionnellement disponible. Pour te soucier des gens et ne pas en avoir honte. Mais c'est elle qui ne peut pas gérer les vraies conversations. Dès que les choses deviennent profondes, ou lourdes, ou vraiment significatives. Elle se referme, ou change de sujet. Ou fait une blague. J'ai remarqué ce schéma. Tu te souviens l'année dernière quand la mère de Lily a été diagnostiquée avec cette chose? La frayeur de santé. Rachel lui a dit d'arrêter d'être si déprimante lors de notre réunion de groupe. Elle a dit qu'elle faisait baisser l'énergie. Qui dit ça à quelqu'un dont la mère est peut-être en train de mourir? Je me suis souvenu. Lily avait lentement cessé de venir au dîner de groupe après cet incident. Elle s'était discrètement retirée du cercle d'amis. Je m'étais demandé pourquoi, mais je n'avais jamais demandé directement. Quoi qu'il en soit, continua Danny. Plusieurs d'entre nous organisent une soirée jeu ce samedi. Tu devrais venir. Rachel, elle, ne sera définitivement pas là. Elle dit que les soirées jeux sont enfantines et en dessous d'elle. Ces mots exacts. Je pourrais te prendre au mot. S'il te plaît, fais-le. Sérieusement, le groupe te manque. Les vrais. Quoi qu'il en soit, la soirée jeu de samedi s'est déroulée dans l'appartement de Danny et Amber, un endroit sympa avec un grand salon, parfait pour recevoir des invités. De haut plafond, des meubles confortables disposés en cercle. Environ 8 ou 9 personnes sont arrivées au cours de l'après-midi. Des cartes et des jeux de société étalés sur la table basse. Des amuse-gueules couvrant toutes les surfaces planes de la cuisine. Une bonne musique jouant à faible volume en fond. Sonore, assez forte pour combler tout silence gênant sans étouffer la conversation. L'énergie était complètement différente de ce à quoi j'étais habitué avec la version de Rachel des rencontres sociales. Personne ne jouait un rôle. Personne n'essayait d'être la personne la plus drôle de la pièce. Les gens étaient justes eux-mêmes, riant de blagues stupides, se disputant pour des jeux de société de manière amusante au lieu d'être agressifs, appréciant vraiment la compagnie des autres. Personne ne se moquait de personne pour avoir des sentiments. Personne ne levait les yeux au ciel face à des réactions émotionnelles sincères. Personne ne se moquait de pleurer devant des films, de rendre visite à ses voisins ou d'être là pour ses amis en crise. C'était juste normal, sain, comme les choses devraient l'être. C'était rafraîchissant d'une manière à laquelle je ne m'étais pas dû tout attendu, comme si j'avais retenu ma respiration pendant 3 ans sans m'en rendre compte, enfin en expirant, enfin en relaxant des muscles dont je ne savais pas qu'ils étaient tendus. Vers la fin de la soirée, Lily s'est approchée de la cuisine, à l'écart du groupe. Megan nous a parlé de son père, a-t-elle dit doucement. Le diagnostic d'Alzheimer et comment tu l'as aidé à le digérer. Tu as passé des heures au téléphone à l'écouter. Elle avait besoin de quelqu'un à qui parler. C'est tout. Elle a essayé de parler à Rachel en premier, il y a plus d'1 mois. Quand elle a appris la nouvelle que son père perdait la mémoire, oubliant qui étaient ses enfants. Rachel lui a dit qu'elle exagérait et a ensuite passé les 20 minutes
Suivante à parler de la planification de votre mariage, des saveurs du gâteau. Des schémas de couleurs. Pendant que Meghan était assise là, essayant de ne pas craquer. Je ne savais pas quoi dire à ça. L'image mentale était douloureuse à maintenir. Tu sais ce que je pense être vraiment mature, Nat? Lily croisa les bras, mais son expression était chaleureuse. Être là pour les gens quand ils ont besoin, vraiment se montrer. Pas de performance comme Rachel, où tout doit être léger et facile, et elle n'a jamais à gérer quoi que ce soit d'inconfortable. Le groupe de discussion a commencé. Cette nuit-là, encore une fois, non pas à propos de Rachel, mais pour soutenir Meghan et sa famille à travers ce qui allait arriver, partageant des ressources que les gens avaient trouvées. Organisant des trains de repas pour quand son père aurait des rendez-vous et qu'elle serait trop épuisée pour cuisiner. Offrant de l'aide pour les tâches de jardinage ou tout ce dont elle aurait besoin. Tout le monde a contribué des idées et des heures de bénévolat. Tout le monde a fait un pas en avant sans qu'on le leur demande 2 fois. Tout le monde, sauf Rachel, qui n'était pas invitée au chat, qui ne savait pas qu'il existait. Mise à jour 3. Rachel a découvert le groupe de discussion et les soirées jeux, comme tout le monde découvre les choses dont il a été exclu à l'ère moderne, sur les réseaux sociaux. Meghan a posté un message de remerciement sincère sur sa page. L'un de ces longs posts que les gens ont l'habitude de zapper, mais celui-ci était différent. Une émotion brute, une gratitude réelle, le genre de vulnérabilité dont Rachel s'était toujours moquée. Elle a tagué tous ceux qui avaient aidé sa famille ces dernières semaines. Les gens qui s'étaient vraiment montrés, Danny pour avoir emmené son père au rendez-vous, Lily pour avoir organisé les repas, Amber pour avoir recherché les options de traitement, moi pour avoir parlé au téléphone avec elle à 2 heures du matin quand elle ne pouvait pas dormir. Le post a été publié un mercredi après-midi. Le jeudi matin, il comptait plus de 100 commentaires, des gens partageant leurs propres histoires de maladie familiale, offrant leur soutien, disant à quel point c'était rafraîchissant de voir des gens se soutenir réellement. Meghan m'a spécifiquement tagué, elle a appelé mon nom devant tout son réseau. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ces amis incroyables pendant la période la plus difficile de ma vie. Un merci spécial à Nat, qui a passé des heures à écouter quand j'en avais le plus besoin et m'a aidé à trouver les meilleures ressources pour prendre soin de mon père. Voilà à quoi ressemble la vraie amitié. Voilà à quoi ressemble le véritable intérêt pour les gens. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que je finisse mon café du matin. Tous de Rachel. Tu as monté mes amis contre moi. C'est tellement manipulateur. Tu utilises la situation familiale de Meghan pour te venger de moi. Pathétique. Apparemment, ils ont fait une soirée jeu sans moi plusieurs fois. Puis les appels ont commencé, le 1er janvier 2023. J'ai laissé tous les appels sur la boîte vocale. J'ai finalement répondu au 24e car je savais que sinon, ça ne s'arrêterait jamais. La voix de Rachel était enfin assez forte, assez acérée pour couper. Comment oses-tu me faire ça, Rachel? Je suis en plein milieu de quelque chose. De quoi as-tu besoin? De quoi ai-je besoin? J'ai besoin que tu arrêtes d'empoisonner mes amis contre moi, de les transformer en ton petit groupe de soutien, de me faire passer pour la méchante. Je n'ai pas dit une seule chose négative sur toi à qui que ce soit. C'est complètement absurde et tu le sais. Tout le monde est de ton côté, avec des soirées jeux secrètes, des groupes de discussion. Je n'en fais pas partie. Tu as orchestré tout ça. Il n'y a pas de côté. Nous avons rompu. Ils ont le droit d'être amis avec qui ils veulent. Ils t'ont choisi. Ils ont choisi la gentillesse. Ils ont choisi d'être avec quelqu'un qui ne les fait pas se sentir stupide d'avoir des sentiments. C'est différent de me choisir. Ne me fais pas de philosophie. C'est exactement ce que tu voulais.
Tu as tout planifié depuis le début. J'ai planifié d'aider Meghan à faire face à l'Alzheimer de son père. J'ai aussi causé la frayeur pour la santé de la mère de Lily. J'ai fabriqué les problèmes de relation de Dany. Probablement. Rachel, arrête. Tes amis ne te choisissent pas à ma place. Ils choisissent de passer du temps avec des gens qui ne se moquent pas d'eux pour avoir des émotions. Tu as traité Meghan de dramatique parce qu'elle était terrifiée pour son père. Tu as dit à Lily qu'elle était déprimante quand sa mère était malade. Tu as dit que Dany était un autre sensible, comme si avoir des sentiments était contagieux. C'était des blagues. J'étais drôle. Personne n'a ri. Non, vraiment. Pas. Comme tu le penses. Elle a raccroché, mais je savais que ce n'était pas fini. Rachel n'abandonnait jamais si facilement. Ce week-end-là, elle est apparue à la cabane sans préavis. Brandon a essayé de m'envoyer un message d'avertissement par texto, mais elle frappait déjà à la porte quand j'ai vu. J'ai ouvert car il était inutile de me cacher. Elle semblait mal en point. Cheveux non lavés depuis des jours. Maquillage étalé, vêtements froissés comme si elle avait dormi avec. Le genre d'apparence qui dénote que quelqu'un ne sait pas soucier de lui, quelqu'un qui agit sur les dernières réserves et le désespoir. Une partie de moi voulait la plaindre, la partie qu'il avait aimée. Pendant 3 ans, qui avait imaginé construire une vie ensemble, avoir des enfants? Un jour, vieillir ensemble. Mais cette partie rapetissait chaque jour, noyée par tout le reste. Nous devons parler. Elle m'a poussé à entrer dans la cabane sans attendre d'invitation. Elle s'est tenue au milieu de la petite pièce comme si elle possédait les lieux. D'accord, alors parle. Tu as tout gâché ce que j'avais. Que ai-je gâché exactement? Mes amis, ma vie sociale, ma réputation. Tout le monde pense que je suis une sorte de monstre sans cœur. Maintenant, ils me regardent différemment. Lily ne répond plus à mes appels ni à mes messages. La petite amie de Dany m'a bloqué. De partout. Meghan m'envoie des réponses d'un seul mot. Tout mon groupe d'amis a disparu. Tu es un monstre sans cœur. Comment peux-tu même me demander ça? Sa voix se brisa. Une émotion véritable émergea. Tu me connais, Nat. Nous étions ensemble 3 ans. Nous avons construit une vie ensemble. Nous étions censés nous marier, avoir des enfants. Tu allais me donner la bague de ta grand-mère. Je pensais que je te connaissais. Vraiment oui. Puis tu as passé un dîner entier, devant tout le monde, à te moquer de ma simple décence humaine, de me soucier d'un collègue dont la vie s'effondrait, d'aider une voisine âgée qui avait perdu son seul compagnon. De pleurer devant un film conçu pour faire pleurer les gens. C'était un dîner, une mauvaise soirée. Tout le monde a de mauvaises soirées. Non, ce n'était pas une seule nuit. Je me suis assis sur le canapé en cuir usé de la cabane, celui que le grand-père de Brandon avait acheté 50 ans auparavant. J'ai regardé Rachel debout au milieu de la pièce. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, moins sûre d'elle que je ne l'avais jamais vue. Cela a duré 3 ans, ai-je dit lentement. 3 ans où tu as rejeté chaque émotion comme une faiblesse, tu as tourné l'empathie en dérision comme si c'était un défaut de personnalité. Tu as levé les yeux au ciel face à la compassion humaine la plus élémentaire. Je n'ai juste pas voulu voir le schéma. Avant que tu ne le rendes impossible à ignorer. Tu ne te souviens pas quand ma grand-mère est décédée, la femme qui m'a pratiquement élevé après la séparation de mes parents? Tu m'as donné 2 jours. 2 jours pour digérer sa perte. Puis tu m'as dit que je devais passer à autre chose et avancer parce que la vie continue. Elle avait 91 ans. Ce n'était pas vraiment inattendu. Quand le fils de Brandon est né 3 mois prématurément et a passé 6 semaines en néonatologie à se battre pour sa vie, tu t'es plainte.
Que je passais trop de temps à l'hôpital. Tu as dit que c'était étrange d'être si impliqué dans l'enfant de quelqu'un. D'autres? Que Brandon avait d'autres amis qui pouvaient prendre le relais. Tu étais là littéralement tous les jours. J'avais besoin de quelqu'un là tous les jours. Sa femme tenait à peine debout. Ses parents vivaient à l'autre bout du pays. Et cette voisine, Madame Joy reniflement wow, quand son mari est décédé, tu as dit que j'étais étrangement obsédé à lui rendre visite, à lui apporter des courses, à réparer des choses dans sa maison. Tu as appelé ça inapproprié. Rachel me regarda. Pour une fois, elle n'eut pas de réponse immédiate. Je n'avais pas de blague préparée. C'était des situations différentes. Dit-elle finalement, mais sa voix avait perdu sa confiance. Comment? Explique-moi en quoi elles étaient différentes. Pourquoi? Elle s'arrêta. Elle essaya à nouveau. Parce que tu ne crois pas que les émotions n'ont pas d'importance, à moins qu'elles ne soient les tiennes. Ce n'est pas vrai. J'ai des sentiments. J'ai des sentiments en ce moment même. Quand as-tu demandé pour la dernière fois à quelqu'un d'autre ce qu'il ressentait? Le silence remplit la cabane. L'horloge grand-père sur le mur tic-taquait sans cesse. Alors, tu as fini, demanda-t-elle finalement. 3 ans ensemble. Toute cette histoire. C'est aussi simple que ça. Tu m'as dit de grandir à ce dîner, devant tout le monde. J'ai suivi ton conseil. Elle partit sans dire un mot de plus. Elle ne claqua pas la porte, elle ne fit pas de scène, elle sortit juste comme quelqu'un qui avait enfin épuisé ses arguments. Je regardais depuis le porche sa voiture disparaître sur le chemin de terre, soulevant de la poussière derrière elle. Puis je m'assis sur l'une des vieilles chaises à bascule de Brandon et je regardais le lac jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Dernière mise à jour. 1 mois plus tard, les fiançailles étaient officiellement terminées. L'acompte fut perdu. Le photographe me libéra du contrat. Les invités qui avaient réservé des vols reçurent des remboursements. La machinerie du mariage s'arrêta simplement en silence. J'ai déménagé de la cabane pour un petit appartement en ville. Rien de fantaisie, une chambre, une petite cuisine, mais c'était à moi. Ne vous inquiétez pas. Personne ne s'est moqué de moi pour m'être trop inquiété des choses. Rachel a essayé de dire aux gens que la rupture était mutuelle. Personne ne l'a cru. C'est difficile de dire que c'était mutuel quand une personne envoie des messages textes à 3 heures du matin, tandis que l'autre transfère calmement son courrier électronique à une nouvelle adresse. Voici ce qui est réellement arrivé. À tout le monde après que le père de Meghan ait commencé son plan de traitement. Une médication expérimentale pour laquelle les médecins étaient prudemment optimistes. Le groupe s'est mobilisé. Danny l'emmenait à ses rendez-vous 2 fois par semaine. Lily a organisé un train de repas qui a duré 6 semaines d'affilée. Je m'occupais du jardin et des courses. Nous nous sommes relayés pour que Meghan n'ait jamais à tout gérer seule. 3 semaines après le traitement, son père l'a reconnue immédiatement quand elle est passée la porte. Première fois depuis des mois. Il n'avait pas eu besoin de quelques secondes pour localiser son visage. Elle m'a appelé en pleurant, de bonnes larmes. Cette fois, je pouvais entendre son sourire à travers le téléphone. La mère de Lily a passé ses derniers scanners début octobre. Tout est clair, guérison complète. Nous avons fait une fête dans l'appartement de Danny ce samedi-là. Rien de fantaisiste, juste de bonnes personnes célébrant de bonnes nouvelles. Lily a fait un petit discours, remerciant tout le monde d'avoir été là pendant les mois effrayants. Sa voix s'est brisée, mais elle a surmonté cela. Danny a demandé Amber en mariage lors de la soirée jeu du samedi suivant. Il s'est agenouillé entre 2 tours de Catan. Elle a dit oui avant qu'il ne finisse la question, tout le monde a applaudi. Certains d'entre nous ont pleuré. Personne ne s'est moqué de personne pour cela.
Tu te souviens de ces conversations que nous avons eues sur l'écoute attentive? M'a dit Danny pendant que nous rangions. Ça a sauvé ma relation. Nous étions peut-être à 2 disputes de la fin. Maintenant, nous allons nous marier. Le mariage est en juin. Tu es invité? Évidemment. Madame Patterson a adopté un nouveau chat du refuge. Elle l'a appelé Moustache 2. Elle m'a appelé pour me le dire le jour où elle l'a ramené à la maison. Sa voix tremblait d'émotion. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider à installer un nouvel arbre à chat qu'elle avait commandé. J'y suis allé ce week-end-là. Elle m'a préparé du thé. Comme toujours. Elle m'a raconté des histoires sur son défunt mari pendant que le nouveau chat explorait sa nouvelle maison. Elle m'a montré des photos de leur voyage pour leur 50e anniversaire. Amen. Kevin va mieux au travail. Le divorce s'est terminé le mois dernier. Désordonné. Mais c'est fait. Les avocats des deux côtés ont agi de manière plus laide que nécessaire, mais maintenant c'est terminé. Il a ses enfants toutes les 2 semaines. Garde partagée. Ce n'est pas idéal, mais ça fonctionne. Il semble plus léger ces jours-ci, moins vide. Mardi dernier, il est passé devant mon bureau. Juste pour me remercier. Il a dit que d'avoir quelqu'un assis avec lui dans ce parking, c'était la première fois depuis des mois qu'il ne se sentait pas complètement seul. Un groupe de soutien pour parents divorcés se réunit tous les mercredis au centre communautaire. J'ai rencontré Megan, l'amie de Rachel, au supermarché il y a quelques semaines. Non, ma Megan, sa Megan, une des 3 amies que Rachel gardait. Elle était dans la section des produits frais, pressant des avocats. Elle a levé les yeux et m'a vu. Son visage a traversé environ 4 expressions en 2 secondes. Elle a commencé à dire quelque chose, puis elle a juste pris son caddie et est partie sans dire un mot. Rachel elle-même m'a envoyé un message texte la semaine dernière. Sorti de nulle part, mardi après-midi, je sais que tu me détestes probablement. Je voulais que tu saches que j'ai beaucoup réfléchi à la raison pour laquelle je suis ce que je suis. Ma mère a toujours géré les émotions comme des armes. J'ai grandi en croyant que les sentiments rendaient faible. Ce n'est pas une excuse. Juste quelque chose que j'explore enfin. Je suis désolé. Tu méritais mieux. Tu méritais. J'ai gardé ma réponse courte. Je ne te déteste pas. Bonne chance pour régler les choses. Elle m'a répondu quelques minutes plus tard. Merci. C'est très toi, dans le bon sens. Cette fois, j'ai laissé ça. Comme ça. Ce n'est plus mon chemin. Je sors avec quelqu'un de nouveau. Sophie, institutrice de 3e année. Le genre de personne qui s'enthousiasme pour ces vidéos de soldats rentrant à la maison avec leur chien et qui ne s'en excuse pas non plus. Elle ressent juste ce qu'elle ressent. Nous étions au marché des agriculteurs le week-end dernier. Elle s'est arrêtée pour regarder des tournesols. J'adore que tu te soucies des gens, a-t-elle dit. Madame Patterson, Kevin, tout ton groupe d'amis. C'est attrayant quand un homme se soucie vraiment. Mon ex pensait que c'était embarrassant. Elle accueillit les tournesols, sa perte. M.